Bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui je vous fais une review de NXT. Il n'y a pas eu de review de Raw cette semaine. C'est normal parce que j'avais clairement pas envie de la faire. Voilà. C'est des Austin Theory et Angel Garza contre les Street Profits. Et après ça se fait contre Zelina Vega contre... Bianca Belair a annoncé sa venue dans le roster principal, la belle affaire. Après elle se bat contre Zelina Vega et après ça se transforme en match en 6. Et tout, au bout d'un moment, stop. Aleister Black contre Apollo Crews. Ok, ça a duré une demi-heure. Je sais pas si ça a profité ni à l'un ni à l'autre. Autant que ça dure moins longtemps et que ça profite à Aleister Black, ça établit son push. Parce que là, ça établit pas du tout son push. Un mec qui met une demi-heure à niquer Apollo Crews, je suis désolé, mais t'es pas en push. Au bout d'un moment, stop, faut arrêter le délire, c'est pas du tout logique. Et puis Ricochet et Cedric Alexander qui battent Orny Orkan et Danny Burch, quoi, des jobbers, quoi. J'ai pas envie de m'investir dans un show où je sais très bien que c'est un show bouche-trou. Là, ce qu'ils font, y a pas de storyline, y a rien. C'est juste pour boucher des trous. C'est tout. Et Apollo Crews, dès qu'il y aura du public, dès que le public reviendra, ne croyez pas qu'il y aura de la place pour lui. Hein. On ne le verra plus. Terminé, c'est fini. Donc après, à la fin du Raw, finalement je fais une petite parenthèse sur Raw. À la fin du Raw, ils nous ont montré une séquence qui s'est passée après WrestleMania. Donc Drew McIntyre s'est fait interviewer par Maria Shriver, je crois que ça s'appelle comme ça. Après le match contre Brock Lesnar, donc il revient avec sa ceinture et tout, et ensuite Big Show vient le couper, Big Show qui vient avec un arbitre et qui commence à provoquer McIntyre, qui dit qu'il n'a rien dans les... voilà, machin, il le provoque, McIntyre lui dit que il n'y a rien qu'il puisse faire pour qu'il accepte ce match, il veut pas faire ce match, il vient de finir son match contre Brock Lesnar et il est fatigué, il a pas envie de le faire. Du coup, Big Show lui met une grosse tarte et du coup Drew McIntyre se chauffe et le match commence, Drew McIntyre contre Big Show. Match post-mania ou je sais pas. Donc le match a été vraiment dominé par Big Show. Le match a été dominé par le Big Show et ensuite Drew McIntyre a réussi à surprendre Big Show avec son Claymore Kick pour la victoire. J'ai pas compris pourquoi Big Show était venu après WrestleMania pour faire... mais je pense que c'est pour promouvoir sa série. Sur Netflix, il y a une série. Mon petit frère la regarde et je vais aussi m'y mettre parce que ça a l'air très intéressant. J'aime bien un peu les sitcoms comme ça et surtout que j'adore le Big Show et je le trouve très divertissant par rapport à Braun Strowman. Il est archi pas divertissant alors que le Big Show est divertissant. Voilà, le Big Show, je trouve que c'est quelqu'un de très divertissant et ça se voit que c'est une bonne personne. Donc ensuite on passe à NXT. NXT qui était apparemment un takeover. Bon, ça s'apparentait à un takeover. Il y avait sur l'écran, il y avait marqué takeover. Donc on commence directement avec le ladder match pour la challengeuse numéro 1 pour le titre de Charlotte Flair entre Chelsea Green, accompagnée de son manager, Tegan Knox, Candice LeRae, Mia Yim, Io Shirai, Dakota Kai, accompagnée de Raquel Gonzalez. Donc ensuite, le match c'était pas mal, hein. C'était pas mal, mais donc je vais vous expliquer les spots. Donc voilà, Chelsea Green était très aidée par son manager. Donc il y avait une mallette au-dessus, il y avait une mallette en haut. Chelsea Green était très aidée par son manager. Dakota Kai était aidée par Raquel Gonzalez. Mais à un moment, Raquel Gonzalez elle pousse carrément Io Shirai qui est au-dessus de l'échelle. Et Io Shirai nous fait une Kofi Kingston. Elle rebondit sur les cordes et elle fait un springboard sur tout le monde à l'extérieur du ring. À un moment donné, Raquel Gonzalez se prend un powerbomb de la troisième corde par Mia Yim. Une powerbomb de la troisième corde, elle atterrit directement sur une table de Mia Yim, ça la met hors circuit. Et le final, c'est que Chelsea Green est au-dessus de l'échelle avec son manager. Ils sont poussés à l'extérieur par Candice LeRae et Io Shirai qui montent à leur tour. Il y a un échange de coups et ensuite Io Shirai réussit à se débarrasser de Candice LeRae qui tombe directement sur l'échelle qui était placée en horizontale sur le coin du ring. Et Io Shirai décroche la mallette et Io Shirai ira affronter Charlotte Flair. Je suis très content pour Io Shirai, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi mettre une mallette? Le but d'une mallette, c'est pouvoir la cacher quand on veut, mais là, apparemment, le match est déjà booké. Je comprends pas. Ça aurait été bien je sais pas, normalement, une mallette, ça veut dire ce que ça veut dire dans le monde du catch. Une mallette, ça veut dire que tu peux cash in, prendre ton match, anytime, anywhere. Je sais pas, avoir une mallette pour qu'on nous dise quand on a le match, c'est pas marrant.
C'est pas marrant. Elle parle. En fait, là, elle a galéré. Elle a fait des matchs de qualification pour arriver au ladder match. Elle fait le ladder match. Elle se démerde à gagner le ladder match pour avoir un match contre Charlotte. Oh, je vois pas Io Shirai battre Charlotte Flair, hein, honnêtement. Clean, non. Je vois pas Io Shirai battre Charlotte Flair. Je vais être très honnête avec vous. Si les règles du Money in the Bank sont appliquées, oui, je vois Io Shirai nouvelle championne. Mais si Charlotte Flair, ça fait un 1 contre 1, on se dirige vers un 1 contre 1, je suis désolé. Mais je vois pas Io Shirai battre Charlotte Flair. Ensuite, on enchaîne avec, bon, il y a des petites vidéos, hein, pour boucher les trous comme d'habitude. Une petite vidéo de Finn Balor, de la rivalité entre Finn Balor et Imperium qui bat son plein en ce moment. On nous passe à un match de Finn Balor contre Alexander Wolf. Voilà. Et ensuite, on nous montre une petite promo de Finn Balor qui dit que Walter va bientôt perdre sa ceinture. Et ensuite on enchaîne directement avec il nous montre, en fait c'est un enchaînement de plein de vidéos en fait, ouais, clairement. Matt Riddle qui se fait agresser par la Biven Team. Pour l'instant je les appelle Indus Sher. Ils s'appellent Indus Sher, les deux indiens là. Et on nous montre l'enlèvement de la semaine dernière de Joachim Wild. Et il y a 2 semaines de Raúl Mendoza. Et on nous dit qu'on en saura sûrement plus les semaines suivantes. J'aimerais en savoir plus sur le Dark Order made in WWE. Parce que ça, à mon avis, ça se dirige vers là, clairement. Parce que NXT suit ce que fait la AEW. Et voilà, tout simplement, on se dirige vers un Dark Order mode WWE, les amis. Ensuite, on enchaîne avec Indus Sher, l'équipe managée par Michael Bevan, je crois qu'il s'appelle. Michael Bevan. Contre Ever Rise de Jobber. Hein. Victoire très rapide de Indus Sher avec une combinaison leg drop backbreaker de la 3ème corde. Et c'était clairement un match pour mettre en avant les Indus Sher, les deux indiens, qui vont sûrement aller chercher les titres par équipe de Matt Riddle et de Brotherweight. Ouais, de Brotherweight Pete Dunne. Voilà. Donc ensuite on montre un clip sur la défaite de Rhea Ripley à WrestleMania. La défaite de Rhea Ripley à WrestleMania contre Charlotte Flair. Charlotte Flair, je vous le dis tout de suite, qui n'est pas là encore ce soir. Qui n'est pas là ce soir. Bon, elle a catché ce week-end. Mais je sais pas si on la verra. Je sais pas si le match contre Io Shirai c'est la semaine prochaine. J'aimerais bien. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Io Shirai, elle a une mallette, putain. Elle a une mallette, donc elle peut la cacher comme elle veut. C'est pas une mallette, t'as un match, machin, tu vas perdre. Parce que là, ça sert à rien. Vous avez fait un putain de ladder match, machin, tout ça, pour pas que Io Shirai devienne championne. Franchement, là, ça fait... Et ce serait tout bénef. Charlotte Flair pourrait revenir à Raw. Et en plus, elle perdrait pas en crédibilité comme elle a perdu sur un cash-in. Et Io Shirai deviendrait la nouvelle championne NXT. Tout le monde en profiterait. Et Rhea Ripley pourrait aller challenger Io Shirai. Io Shirai, elle est heal. Elle est heal. Franchement, là, je comprends pas du tout. Si c'est un match 1v1, je ne comprends plus rien. On enchaîne ensuite avec ce qui était le main event de la soirée. Gargano contre Ciampa, la dernière. Donc Gargano arrive avec Candice LeRae. Candice LeRae qui lui donne une sorte de paquet. Gargano et Ciampa arrivent sur le ring. Triple H les accueille solennellement dans un ring. Une ambiance très noire, très tamisée, juste avec des lumières qui réfléchissent sur le ring. C'était vraiment très beau. C'était très bien filmé en tout cas, je vous l'ai dit tout de suite. Triple H leur dit bien, leur précise bien que ce sera la dernière fois. Et ils quittent le building, ensuite ils se foutent sur la gueule. Ça part vraiment dans des brawls. Des chaises sont utilisées, le tapis du ring est carrément retiré. Des tables, des powerbombs sur des tables. Ça monte, ça va carrément sur le parking. Ça monte carrément sur les... Oh là là, Gargano escape carrément au-dessus d'un camion. Non, ça partait vraiment dans tous les sens. C'était... laisse tomber. C'était pas Orton Edge, quoi. Ça, je vous le dis tout de suite. Ce n'était pas Orton Edge. J'ai dit beaucoup de mal là, sur la rivalité Gargano-Ciampa parce qu'il a fait beaucoup de matchs. J'étais pas investi dans la rivalité là, la dernière rivalité, mais dans le match, putain comment j'étais investi. Ils ont réussi à me donner le storytelling du match était tellement bon que j'étais embarqué dedans. Et franchement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la fin parce que c'était très très important. Candice LeRae arrive sur le ring entre les deux et les supplie d'arrêter et elle dit à Ciampa d'en finir avec son mari. Candice LeRae dit à Ciampa d'en finir avec son mari. Et ensuite elle voit que Ciampa ne bouge pas, donc Ciampa est stupéfait et étonné. Et ensuite elle met un gros coup de pied dans elle met un low blow à
Johnny Gargano, à son mec, elle met un low blow à son mec, donc Ciampa est complètement étonné, il sait pas ce qui se passe, il est étonné. Ensuite, il va soulever un peu, là il y a un soupçon de, je pense, de pitié, d'amitié, il va relever son ami, mais Candice LeRae est derrière, il lui met un gros low blow à lui aussi, et Gargano s'approche de Ciampa et lui montre que le paquet que Candice LeRae lui avait donné un peu plus tôt dans la soirée, c'était une coquille qu'il avait placée. Bon, je ne vais pas vous dire comment on place une coquille. Donc ça fait que voilà, il lui montre la coquille et ensuite il achève Ciampa avec un fairy tale ending, la propre prise de Tommaso Ciampa, à même le bois, sur le bois pour le compte de 3. Victoire de Gargano qui part avec sa femme en voiture et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'était vraiment raconté comme un conte de fées à la fin, tu vois, un peu le fairy tale end. C'est pas pour rien, je pense qu'il a fait cette prise, parce que cette prise elle s'appelle le fairy tale ending. Et le fairy tale ending, je crois que ça veut dire une fin heureuse, une fin heureuse. Et à la fin, comment ça a été filmé, il fait le fairy tale ending et tout, et il part main dans la main avec sa femme comme un prince et une princesse repartant à cheval après avoir vaincu le méchant, quoi, vaincu le méchant sorcier qui était Ciampa. Franchement, le match, super storytelling, c'était ouf. Franchement, l'arrivée, c'est le contraire de Orton Edge. Orton Edge, la rivalité, j'étais hyper impliqué. Mais le match était long. Il était long, je vous fais une confidence. Je me suis carrément endormi. Et je me suis réveillé le lendemain matin. J'ai été obligé de regarder le match le lendemain matin, en fait. Tellement que c'était long et chiant. Et c'était... Wow, Edge qui monte sur la table, qui monte sur le grill, qui était au-dessus de la table, qui fait une descente du coude à 5 cm de Orton, mais qui... Oh putain... Edge, c'était nul, c'était nul. En fait, le match de Orton et Edge, tu prends le début, tu prends la fin. Tu prends les 3 minutes du début et 3 minutes de la fin. Le RKO d'Orton qui était déguisé en caméraman, et le Edge qui pleure à la fin et qui met le concerto Orton. C'est juste ça que je prends. Le reste, là, peut-être les 30 minutes, mais... C'était long. Et là par contre là c'était la bonne. Franchement pas de Gargano, tu leur mets 36 minutes et ils se font un truc de ouf hein. Ah mais là par contre la rivalité Gargano-Ciampa c'était le contraire. J'étais pas du tout emballé par la rivalité parce que voilà, Gargano-Ciampa bon c'est toujours des super matchs, on passe mytho, mais ça fait quand même la 36 millième fois qu'ils s'affrontent. Au bout d'un moment commence à être fatigué. Mais là, j'étais hyper investi dans le match. C'était le contraire. Et ce final de Gargano qui fait le fairy tale ending. Cette prise, ce mot fairy tale ending. La fin heureuse. Et qui partent avec sa meuf, bras dans les bras comme un prince et une princesse. Comme un prince et une princesse d'un conte de fées. Qu'ils ont battu le méchant sorcier en gros. C'était magnifiquement raconté, magnifiquement filmé avec les sortes de néons qui réfléchissaient sur le ring. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était très bien raconté. Donc ensuite, bon voilà, c'est ce que je pensais de NXT du 8 avril 2020. Abonnez-vous, c'est très important, parce que voilà, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!